Au Festival d'Avignon 2014 convergent toutes les interrogations posées par la révolte des intermittents et des précaires. Le JT du Off, accueilli par le Théâtre du Chêne Noir, a choisi de donner la parole à des lieux et des artistes pour qu'ils nous fassent part de leurs propres questionnements. Pour cette première émission, entouré des équipes de L'Homme qui rit, de La Fuite et de Pourquoi ont-ils tué Jaurès, Gérard Gélas, sur le mode détendu de la conversation, aborde le thème de l'engagement des artistes. Le travail de ces trois compagnies, pour moi, me touche beaucoup, parce que d'abord, ce sont des compagnies, c'est-à-dire des gens qui mettent tout en commun, qui travaillent vraiment, qui défendent une idée du théâtre qui est la mienne depuis bien longtemps, et voilà, et dont j'aime les spectacles, d'où la présence, et pour le reste, étant donné que ce sont des gens tout à fait talentueux, ils peuvent s'exprimer évidemment sans moi. Très bien, on est ravis d'être là parce que c'est un théâtre qui correspond tout à fait à l'idéologie globale de la société et aussi à une certaine vision du théâtre. Ce qu'on essaye de faire avec le spectacle Pourquoi ont-ils tué Jaurès, c'est pas de faire du théâtre élitiste, mais bien du théâtre populaire. Et ma vision du théâtre comme metteur en scène, depuis 10 ans que j'écris et que je mets en scène des pièces, c'est celle-là, c'est de prendre des thèmes complexes, des thèmes de société. J'ai fait des pièces sur la CIA, sur les dictatures africaines, sur le soutien de la France aux dictatures africaines, sur la publicité, Séguéla et compagnie, enfin beaucoup de thèmes de société. Mais l'idée, c'est jamais de vouloir être plus intelligent que le spectateur ou de vouloir se placer en inégalité, mais bien au contraire, de créer un spectacle populaire et divertissant, mais qui, selon la grande tradition du théâtre, l'aide à réfléchir aux maux de la société. Donc vraiment, dans ce travail, on s'inscrit vraiment dans la tradition théâtrale. Et moi, je suis ravi justement d'avoir rencontré toute l'équipe du Chêne Noir et d'être avec toutes ces compagnies-là, parce que dans mon parcours, justement, je sens tout à coup qu'il y a des gens qui partagent cette optique, parce que dans le monde théâtral contemporain, malheureusement, il y a toute une frange du théâtre qui fait en sorte de faire des théâtres complètement abscons, où on ne comprend rien, pseudo-décalés, et un posture suprême qui se dit politique. Or, au contraire, ça annihile complètement l'esprit politique, ça annihile l'impact politique, puisque ça s'adresse à personne, si ce n'est à une petite élite bobo, voilà, qui se résume à quelques types de l'élite. Donc, il y a une lutte sur plusieurs fronts, qui est d'abord celle de donner du plaisir aux gens, c'est une lutte tout à fait agréable, et puis aussi eh bien, de se retrouver avec des gens qui partagent la même vision, et puis d'apporter un message qui vise à l'émancipation humaine, et c'est pour ça qu'aussi Jaurès tombe pile poil dans ce contexte, parce que s'il est vraiment quelqu'un qui a œuvré sans arrière-pensée pour l'émancipation humaine, pour l'illégalité, pour les droits sociaux, je ne vais pas trop m'étendre, je vais laisser la parole à mes camarades. On y reviendra. On y reviendra, mais il faut aussi dire très, très vite que tous ces acquis sociaux pour lesquels Jaurès a lutté sont aujourd'hui complètement bradés par des gens qui se disent socialistes et qui se revendiquent de Jaurès. Donc là, il y a encore une nouvelle imposture, et je conclurai ma petite improvisation en disant que Rousseau, à l'époque, avait dit « le faux a une infinité de visages ». Et Debord avait dit « le faux est un visage du vrai ». C'est-à-dire que le faux va devenir le vrai. C'est-à-dire que la classe dominante a tellement raffiné les stratégies de manipulation que ça touche absolument tout. L'étiquette socialiste, le militantisme, le théâtre qui se dit politique. Et chaque fois qu'on a des gens qui se disent progressistes ou qui ont un langage un peu social, etc., il faut toujours se méfier et voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Et là, comme je suis lancé sur la chat, je termine, je vous promets, c'est fini. Par exemple, la Fondation Jaurès, il y a une Fondation Jaurès qui a pignon sur rue. Elle est tenue par un mec qui s'appelle Gilles Finkenstein, qui est de Euro-RSCG, qui était le bras droit de Strauss-Kahn, qui a inventé tout le concept de néolibéralisme au sein du PS. Et c'est lui qui donne des leçons sur Jaurès. Et j'ai lu un interview dans l'Express où il disait non, en fait, Jaurès, c'était jamais pour la grève, c'était pas du tout un révolutionnaire, tout ça. Hein, il essayait complètement d'annihiler sa pensée. C'est les mêmes qui, aujourd'hui, font que les intermittents sont précaires, que les chômeurs sont précaires. C'est les mêmes, c'est socialistes ou droite, ça ne veut plus rien dire, qui pillent l'Afrique, qui pillent l'Asie, qui sont avec le FMI. Donc tout ça est lié, c'est ça que je veux vous dire. Notre mission théâtrale, l'attaque nette et claire contre les classes dominantes, la tentative de décrypter les stratégies de ces classes dominantes, tout ça c'est lié. Il n'y a pas d'un côté le théâtre et d'un côté les problèmes politiques. C'est tout lié. Merci. Oui, donc moi je suis Gaëlle Bogossian, je suis directrice artistique de la compagnie Collectifite. J'ai mis en scène L'Homme qui rit de Victor Hugo.
Voilà, en fait, depuis 10 ans, on travaille sur le pont entre des auteurs classiques et les retentissements en fait, de ces discours-là, de ces propos-là aujourd'hui. Bon, d'abord, je suis très impressionnée parce que j'ai pas tellement l'habitude de parler de mon travail. Mon travail, je le fais sur le plateau. Dans la vie, je parle rarement en fait de mes idées politiques et de mes, on va dire, de mes inclinaisons. C'est sur le plateau en fait que je trouve l'endroit où justement adresser au plus juste ces idées. Ces idées-là, je les ai. Je trouve souvent que les idées sont malheureusement perverties. Et que le plateau est un endroit, une tribune où ces idées-là peuvent être au plus précis, au plus profond en fait de la pensée. Elles vont être précises, elles vont être organisées. Et effectivement, je suis d'accord avec Dominique, effectivement c'est un très bon choix puisque c'est un propos qui nous rassemble. Nous faisons un travail populaire, c'est-à-dire que je pars du principe que les gens qui viennent au théâtre ont travaillé pendant 8 heures avant. Voilà, ils se sont levés tôt. Ils ont fait la démarche de venir au théâtre, ils ont payé leur place. Donc à partir de ce moment-là, ils sont les personnes les plus importantes à ce moment-là. Donc tout au long du travail, on va éviter d'être prétentieux, c'est-à-dire que le jour de la première répétition, on partage évidemment un parcours. Et ce parcours-là, on ne va pas l'oublier, parce que c'est le parcours que le public va faire. Au départ, nous ne savons rien. Et cette chose-là, on va la faire partager pas à pas au public. Et le public est l'entité la plus importante à ce moment-là. Pas les gens du métier, pas les tutelles. C'est le public qui va être la pierre précieuse en fait de cet échange-là. Ce qui moi m'intéresse, c'est que ces idées-là qui viennent d'il y a des siècles sont encore d'une actualité mais brûlante, et c'est ce qui va m'intéresser parce que je me dis que l'être humain ne change pas en fait. Notre contexte change, mais la perversion des idées, la perversion aussi de la pensée est toujours là. On a toujours travaillé effectivement sur des grands thèmes comme Antigone, sur la société, sur la dictature. La dictature va aller toucher la culture en premier. C'est un devoir pour nous de conserver cette tribune-là et de s'adresser aux gens et de leur dire: vous n'êtes pas seuls à penser ça. Il y a des auteurs qui ont organisé cette pensée il y a des siècles, et aujourd'hui vous rejoignez, vous êtes en osmose totale avec cette pensée. Vous n'êtes pas seuls, on est là aussi et on transmet ces choses très précieuses, et on espère que une petite pierre peut changer un parcours, peut changer aussi une destinée. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va changer la face de la société, je ne suis pas naïve à ce point-là, mais je pense que des petites actions quotidiennes, des petites inclinaisons tout d'un coup peuvent aussi accentuer des prises de position, mine de rien. Le discours de Gwynplaine, j'ai monté ce spectacle pour ça. Le discours de Gwynplaine à la Chambre des Lords parle de l'écrasement des petits par les grands. Et quand j'entends ce discours-là, et j'ai organisé toute ma mise en scène pour ça, quand j'entends ce discours-là, j'entends aussi que le public l'entend et se dit: mais oui, mais bien sûr, on est à cet endroit-là et on n'a pas le droit de faire ça. Et donc petit à petit, peut-être, j'espère que dans des petites actions, chaque individu du public va avoir cette prise de position, de conscience, et que finalement c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais elle peut grandir et elle peut petit à petit au moins changer des destinées et des prises de conscience. Voilà, donc à cet endroit-là, la compagnie se positionne. Bonjour, donc moi je suis Andrea Brusque, je mets en scène La Fuite de Gao Xinzhen. Donc Gao Xinzhen, c'est un auteur donc chinois réfugié politique en France qui du coup est censuré et persona non grata, on ne peut même pas prononcer son nom en Chine. Notamment parce qu'il a écrit sur les événements de la place Tiananmen et de manière plus large sur la liberté d'expression et sur la place, y compris aussi des femmes dans la société, et de la violence à la suite des événements. Du coup, pour nous, la compagnie Les Chiens de Paille, dont je suis co-directrice avec Simon Fro, on avait envie, à travers cette pièce, d'interroger tous les échos qu'il peut y avoir sur justement les événements de la place Tiananmen et aujourd'hui les événements qui se passent sur tout un tas de places.
où on voit toute cette jeunesse et tous ces gens qui justement se battent pour les droits qui pour nous paraissent fondamentaux. Et Gao a utilisé le théâtre pour exprimer ça, c'est-à-dire exprimer le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire les relations humaines, et montrer comment justement les explosions intérieures sont entrelacées aux explosions extérieures, et comment il y a toujours un pont, effectivement une circulation entre la censure, à quel point ça peut conditionner un corps et du coup rendre ce corps potentiellement très dangereux. Et on avait envie d'exprimer, d'utiliser le fait qu'il passe par le théâtre, parce que c'est également évidemment un auteur, donc il est prix Nobel de littérature, donc un auteur qui a écrit La Montagne de l'âme, qui c'est aussi un artiste peintre. Donc pourquoi a-t-il utilisé le théâtre pour parler de ces mouvements-là? Je pense que c'est vraiment pour donner corps aux émotions et ramener quelque chose de totalement universel. Effectivement, c'est qu'on travaille tous à partir du corps. Et c'est le point de rencontre, l'endroit où le spectateur peut se projeter, l'endroit où d'un seul coup on ressent ce que ça peut être que d'être complètement relié à ces pulsions de vie et de mort, et essayer de créer cette espèce d'échange, de dialogue. Et c'est vrai que comme la pièce est une espèce de huis clos, c'est aussi montrer comment ces espèces de relations, hommes-femmes aussi, peuvent construire quelque chose autour de redonner son droit à la sensualité aussi, à l'amour, à la rencontre, à tout ce qui peut se passer de manière imminente quand on est confronté à l'idée qu'on va peut-être mourir d'une seconde à l'autre. Et c'est vrai que le travail de notre compagnie, c'est ça, d'interroger aussi les crises du monde contemporain, et surtout se dire qu'il y a des hommes comme Gao Xinzhen qui en fin de compte à travers eux génèrent une espèce de devoir, en fin de compte de mémoire, et de ne pas oublier tous les gens qui chaque jour meurent concrètement à cause de tout ça. Gérard, peut-être que le nouveau Tartuffe lui aussi est un spectacle engagé dans les problèmes de l'époque. Oui, enfin, j'aime pas trop le mot engagé, mais oui, le nouveau Tartuffe, ce texte de Pélaez, qui réécrit tout Molière en alexandrin, à partir de ses Cévennes, effectivement, quelque part, et sans vouloir m'attribuer aucun monopole, résume un peu tout ce que mes amis viennent de dire. Parce que les nouveaux Tartuffes, Debord en avait parlé très très bien à une certaine époque, et Dominique évidemment l'a cité, mais les nouveaux Tartuffes sont très nombreux, et ils sévissent partout, et ils pullulent dans le monde de l'art et dans le monde du théâtre. Et ce qui est intéressant dans notre métier, pour moi, c'est que le théâtre, c'est aussi le microcosme du macrocosme, quoi. C'est en tout petit tout ce qu'il y a partout, comme le foot. J'adore le foot, non, mais sur une partie de foot, on peut décrypter le monde, vraiment. Bon, mais on ne va pas s'attarder sur le foot, je pense que tout le monde en est gavé. Et donc, le théâtre, c'est en tout petit ce qui se passe dans le très grand. Et le théâtre est actuellement, depuis une vingtaine d'années, depuis les années 80 en fait, il est littéralement envahi par les nouveaux Tartuffes, que ce soit une partie de la critique, dite nationale, mais en fait parisienne, qui ne voit que certains spectacles, quoi, et plus ils sont obscurs et abscons, plus ils sont encensés. Moi je parle en connaissance de cause, hein, je respecte ces gens, je respecte tout le monde, mais c'est pas parce que je les respecte que je vais fermer ma gueule, quoi. Et ça, je l'ai jamais fait. D'ailleurs, on me l'a fait largement payer. Mais vous voyez, je suis toujours vivant. Alors au fond, finalement, qu'est-ce qu'on risque? Oui, on risque de ne pas avoir un papier dans Le Monde, dans Télérama et dans Libé, c'est vrai. Eh bien, écoutez, on vit sans ça, parce que comme le disait mon ami qui est à ma droite, et sans vouloir te mettre dans cette polémique qui n'appartient qu'à moi, mais notre sens de vie, c'est le public. Et ça m'a été appris par mes origines. Moi, je viens des quartiers dits difficiles de la banlieue avignonnaise. J'ai grandi au milieu des gitans, des voleurs de poules, etc. Et des gens sans travail, et des immigrés. Ce sont mes origines. Et puis, j'ai grandi intellectuellement grâce à Jean Vilar, sur le plan théâtral.
puisque j'ai eu la chance, très jeune, on allait voir dans mon quartier les Rouges dans la cour d'honneur. On croyait qu'ils étaient communistes. C'est une erreur, que les gars jamais été communistes. Mais comme le quartier, tout le monde était communiste, dans les années 60, beaucoup d'ouvriers, etc., on allait voir les Rouges dans la cour d'honneur. Donc, grâce à ce gros malentendu, je suis allé tout petit, très jeune, dans la cour d'honneur. On avait les places les plus hautes, les moins chères, tout en haut d'un gradin qui était au double de contenance d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait un vrai public populaire. J'en témoigne. On en faisait partie. Qui aujourd'hui a disparu complètement. Eh bien, donc, Villard m'apprenait ces choses. Villard me parlait au public. Ces spectacles nous parlaient. Ces spectacles étaient d'une merveilleuse... Je veux dire que j'en ai, c'est pas de la nostalgie. C'est d'une merveilleuse esthétique et concernait tout le public. La guerre d'Algérie se déroule, hélas, il sort l'Alcade de Zaléméa, qui est une prise de position à travers l'art vis-à-vis de la guerre, etc. Il est toujours en prise. Et qu'on regarde toute la chronologie de ces spectacles, c'est tout le temps en prise avec les mouvements de la société. Et ça, c'est le théâtre que j'aime. Alors, et je l'aime, je vous l'ai dit, pour deux raisons. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas oublié d'où je viens, et que l'endroit d'où je viens, c'est la majorité des gens. Aujourd'hui, on dit les gens, non, comme disait la pièce que j'ai montée sur Che Guevara, on dit les gens, mais avant on appelait ça le peuple. Je m'excuse, ça existe encore. On ne le dénomme plus, mais bon, voilà. Donc oui, moi je m'adresse au peuple, tout en sachant que les filtres sont tellement nombreux qu'il est très difficile, effectivement, de toucher tous ceux qui ne vont jamais au théâtre. Oui, c'est très difficile. Mais on ne renonce pas. En tout cas, au Chêne Noir, on ne renonce pas. Et c'est une des parties de l'explication qui fait que souvent ici, les salles sont pleines. Parce qu'il n'y a pas simplement les intellos de service et les représentants dignes de la gauche caviar. Voilà, s'ils peuvent venir payer leur billet, ben écoutez, qu'ils viennent, personne n'est jamais exclu d'un théâtre. Mais cela dit, c'est pas vraiment dans mes préoccupations. Et donc tout ce que j'entends de mes amis, moi je m'y retrouve parce que le public, un théâtre qui réfléchit, plus que prendre position, qui réfléchit sur les mécanismes du monde dans lequel nous vivons. Le Jaurès, c'est vraiment ça, qui prend... alors moi je dis toujours mal le nom de Gao. Toi tu le dis bien à la chinoise, mais moi je dis Gao Zhigang, mais bon je sais que c'est absurde. On ne dit pas comme ça, mais enfin bon, moi je peux pas le dire autrement, j'y arrive pas. Mais bon, la pièce, La Fuite par exemple, c'est aussi, ça se passe place Tiananmen, quoi. Après, Gao nous dit pas, voilà comment il faut penser, voilà ce qu'il faut faire, pas plus que Ziegler, pas plus que Hugo, ils nous disent pas, parce que les grands, ils vous disent jamais ce qu'il faut faire. Parce que les grands, ils ont compris que si la chose part pas de vous, on ne pourra pas de toute façon vous obliger à le faire. Et les grands, ils n'aiment pas les moutons. Et les grands, ils n'aiment pas les troupeaux. Les grands, ils aiment le peuple, mais le peuple, c'est pas un troupeau, justement. Et on ne prétend pas changer qui que ce soit. Surtout pas. Par contre, nous, artistes, oui, on est des petits, pour moi, des petits sortes de personnes qui protégeons la toute petite flamme encore qui est en nous. Et la petite flamme que les supermarchés n'ont pas réussi à éteindre. La petite flamme que tous les filtres dont parlait Dominique Ziegler brillamment tout à l'heure n'ont pas réussi à éteindre. La petite flamme que toute la critique qui se morfond dans ces hôtels, ils sont plus de luxe, les rédactions ont plus en rond. Mais enfin, dans ces moyennement luxueux hôtel à Avignon, et qui est gavé de théâtre, et qui n'en peut plus d'aller au théâtre, et qui est fatigué du théâtre, et qui attend tout le temps l'inédit en théâtre, etc. Mais l'inédit, c'est rien du tout. L'inédit, c'est tous les soirs pour nous, quand on joue pour le public. L'inédit, c'est le moment où le torchon, le rideau se lève, et où brusquement les acteurs, leur corps, leur esprit, le message, l'auteur, la poésie entrent en scène. C'est le moment où on retisse le ciel, c'est le moment où on retisse les songes, et ça se calibre pas en fonction d'une idéologie quelle qu'elle soit, et surtout pas de la fatigue de ces gens-là qui jugent l'humanité entière, et qui feraient bien de regarder leurs semelles, ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Voilà. Donc, par rapport à ça, effectivement, dans mon théâtre, ça on s'y retrouve. Je ne dis pas que c'est le seul critère pour jouer au Chêne Noir, non. Il y a des spectacles qui n'ont pas forcément les mêmes soucis, et je les accueille aussi pour la qualité de ce qu'ils font, etc., etc., etc. Moi, je ne suis pas un dogmatique, je ne suis pas un doctrinaire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance au Chêne Noir de gens qui regardent le monde avec les yeux des poètes qu'ils sont, parce qu'être metteur en scène, c'est aussi être poète. On écrit avec autre chose qu'avec des mots, mais on écrit de la poésie. Moi, pour moi, la mise en scène, c'est ça, entre autres. Donc, des poètes, et qui, évidemment, regardent avec leurs yeux de poète le monde dans lequel nous sommes nés. Voilà, on n'a pas choisi de naître consommateur. Moi, je suis né être humain,
putain, à 67 ans, je me retrouve consommateur. C'est quoi cette histoire? Je suis artiste depuis 1964, puisque je faisais de la musique de jazz avant de faire du théâtre. Hein. Et je gagnais ma vie avec ça. Et j'étais artiste, et maintenant, bon, j'ai jamais eu un jour de chômage dans ma vie, hein, mais je serai intermittent. Attention, c'est pas un discours contre la bagarre des intermittents, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la fourberie est extraordinaire. Il n'y a plus d'artistes, il y a des intermittents. Il n'y a plus d'êtres humains, il y a des consommateurs. Il n'y a plus on est en train de se foutre de nous, de foutre en l'air toutes les valeurs humaines qui font que la vie a un sens, et c'est pour ça qu'il y a un psy avec les médicaments qui vont avec, la camisole chimique, bientôt d'ailleurs un Français sur 2. C'est pour ça qu'il y a des flics partout, c'est pour ça qu'il y a des vigiles de sécurité, mais moi j'ai dû en payer un pendant 3 jours. C'est pour ça qu'il y a les flics de la pensée, les fameux chiens de garde dont quelqu'un a parlé mieux que moi. Le système est bien en place, sauf qu'il y a ces espèces de petits lutins qui sont les artistes, qui continuent envers et contre tout, pour le public et grâce au public. Et le public nous le rend bien. Et c'est pour ça qu'on existe. C'est vrai que moi, c'est la première fois que je fais à Avignon, avec Paulo Correia, qui est le co-directeur de la compagnie. On a hésité pendant très longtemps parce qu'on a une chose très très technique, en plus c'est très compliqué, etc. Mais du coup, là, on a été accueillis dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que j'avais jamais vécu cette expérience de monter son décor en très peu de temps, de tout câbler, de tout vérifier très 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 vite, et aussi de cette solidarité aussi entre équipes. Ouais. C'est-à-dire que monter le décor de l'autre, démonter le décor de l'autre, et en fait, on est revenu, et là je vis une expérience absolument magnifique de retour en fait à l'origine de ce qui était pour moi le théâtre, c'est-à-dire l'équipe, c'est-à-dire créer un écrin autour d'une pensée, et là je le vois tout au long de la journée, c'est-à-dire qu'on communique, on échange, et on est solidaire. Et je trouve que c'est une expérience pour nous qui aussi venons d'un milieu ouvrier, Paulo et moi. On retrouve aussi ce qui nous a sûrement incité, parce que nos familles n'étaient pas du tout dans la culture, on a eu accès à la culture très très tard, et je crois que par cette voie-là, par cette porte-là, on retrouve en fait le côté artisanal et le côté essentiel, vital de la création. Moi, ce qui m'avait intéressé au théâtre quand j'ai commencé, c'était Molière, Shakespeare, Pinter, des poètes qui parlaient du monde, qui parlaient des phénomènes de société, et puis toujours, déjà avec un talent littéraire monstrueux, mais aussi avec une poésie, de l'humour, des ressorts dramaturgiques, etc., extrêmement puissants. En gros, pour faire très simple, des gens qui racontaient des histoires. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai commencé à faire les écoles de théâtre et surtout à m'intéresser au monde du théâtre contemporain, que de constater que tout ce qu'on appelait théâtre contemporain devait justement ne pas raconter d'histoire. Et ça a été une très mauvaise surprise, et j'ai failli arrêter le théâtre plusieurs fois d'ailleurs, à cause de ça, ne m'y retrouvant pas, allant vers des gens qui se disaient de gauche, et ne comprenant pas un traître mot de ce qu'ils me disaient, et voyant qu'en fait ils étaient autant de gauche que moi je suis bouddhiste. Donc cette problématique-là, de l'adresse du public, elle est absolument fondamentale. Il y avait un pédagogue qui s'appelait André Stégère, un vieux communiste, qui avait un peu fait un concept. Il avait dit il y a le public, le peuple, et le pibluc. Le pibluc, c'est-à-dire il est composé de 3 strates, des critiques, une partie de la profession, et puis des spécialistes du théâtre, des gens qui ont assez de thunes pour tout voir et qui font des tours. Donc une élite. Les fonds publics, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, sont faits pour produire des spectacles qui s'adressent au public. Gérard a parlé d'un certain microcosme. Oui. Donc, je ne vais pas revenir dessus trop longtemps. Il faut savoir que nous, artistes de théâtre populaire, et je parle même pas, je parle au-delà de l'engagement politique, parce qu'il faut que ça soit clair, on peut faire du très bon théâtre public à l'adresse des gens en faisant du faido, même s'il a une dimension politique aussi, attention, hein, mais on peut faire des choses plus légères, plus drôles. Ce qui importe pour moi, c'est l'adresse avant toute chose. Je préférerais toujours un spectacle déconnant ou tragique ou tout ce que vous voulez, mais que les gens reçoivent, que les gens comprennent, plutôt qu'un pensum sur le Rwanda et tout ça où tout le monde s'emmerde. Il faut que ça soit clair. Donc l'important, c'est le public. On est pris entre 2 feux quand on essaie de faire du théâtre populaire. On a d'un côté le public, ce pseudo-théâtre pour l'élite, qui accapare à la fois l'intelligentsia et aussi les subventions, il faut le dire, et
malheureusement une idée d'une culture populaire, une tentative du système de niveler par le bas le peuple, à coup de télé, d'internet, de porno, de conneries. Hein. Il faut aussi, c'était John Lennon qui disait dans Working Class Hero, a working class hero is something to be. C'est quelque chose d'être. Il faut le supporter d'être un ouvrier. Il dit they keep you down with sex, religion and TV. Ils vous abaissent avec le sexe, la religion et la télé. Voilà. Et puis là, on peut encore trouver d'autres moyens d'abrutissement. Alors, c'est toujours très emmerdant parce que souvent les gens du public, hein, les gens du théâtre abscon, néo-contemporain me disent « Ouais, mais toi, tes pièces, elles sont nulles parce qu'on comprend où est le mystère, blablabla. Ok, très bien. » Et je dis « Mais tu sais, les gens viennent, les gens sont contents, etc. » Ils me disent « Ouais, mais les gens, ils vont aussi voir TF1, donc t'es un populiste. Hein, » vous voyez. Donc il y a le mépris de l'élite théâtrale qui se croit détentrice de la parole suprême mais à laquelle on ne comprend rien. Et puis, ça, si vous voulez, ça concorde avec l'abrutissement, et puis il y a les Bouygues, il y a les Sarkozy, il y a tout le système hein, qui oppresse les gens. Et les uns se disent ennemis des autres, et ils sont en fait complètement liés dans la même manipulation qui consiste à écraser les gens. Donc ce que disait ma camarade est très juste, si on peut éveiller une conscience au détour d'un spectacle, on a gagné. Je vous donne un exemple, je m'excuse de revenir à moi, mais c'est un exemple qui me vient. Ma première pièce s'appelait Ndongo revient. Ndongo, c'était une synthèse de Mobutu, Bongo, etc., de tous les dictateurs africains. Et puis il rencontre un président blanc qui est une synthèse de Chirac, Mitterrand. Et puis c'est une lutte mafieuse, enfin c'est des accords mafieux entre un dictateur africain et un président blanc. C'est le postcolonialisme fait de manière Karl Valentin, hein, il se fout sur la gueule, il se passe des valises de billets, etc., mais ultra documenté. Et après, il y a une fille on avait joué à Paris, au Théâtre de la Main d'Or avant que Dieudonné déconne, et puis une fille vient me voir, les larmes aux yeux, puis c'était une pièce comique. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle me fait, je suis française et je suis togolaise en même temps. Et je vois ce qu'une partie de mon sang, enfin une partie de mon pays fait à l'autre. Parce que le Togo, c'est une dictature de 35 ans d'un boucher qui s'appelait Yadema, mis en place par la France et soutenu par Chirac, Mitterrand, etc. Vu qu'on parle de l'Afrique, il faut aussi savoir que le système s'est tellement perfectionné que les gens, c'est pour ça qu'on a encore une mission vraiment très forte, c'est que les gens sont préoccupés d'abord par eux, par leur survie. Je le vois bien en France, en Suisse un peu moins, mais ça, on a aussi toute une paupérisation comme partout. Les gens sont préoccupés par comment ils vont ne pas être au chômage, hein, etc., comment ils vont survivre, etc. Donc ils n'ont pas le temps de s'intéresser à l'Afrique, à l'Amérique latine, à l'Asie. Or, du temps de Jaurès, il y avait une conscience supérieure. Donc on a perdu du terrain, il y avait une conscience internationaliste supérieure. Jaurès, comme d'autres, disait on va lutter à l'intérieur de la nation contre le patronat, contre les oppresseurs, mais pour faire en sorte de créer un monde harmonieux, on ne peut le faire que si tous les pays du monde s'y mettent, d'où l'internationalisme. Il y avait la conscience toujours de la solidarité prolétarienne. Cette conscience est totalement annihilée aujourd'hui. Hein. Et la preuve en est que les partis populistes, qui sont en fait, si vous voulez, des furoncles qui naissent du capitalisme, ces partis nationalistes, FN, tout ça, ou IDC chez nous, on le vend en poupe. Ces partis-là servent aussi le système. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, mais c'est basique, c'est que les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne sont intimement liés aux problèmes du Congolais, aux problèmes du Péruvien, etc. Il faut qu'on retrouve aussi la conscience internationaliste. Voilà. Et le théâtre, encore une fois, un théâtre populaire peut contribuer à cela. Moi, je dis toujours à mes acteurs, on a une pièce qui est basée sur le texte, mais je leur dis toujours, imagine qu'un latino, qu'un chinois vienne, il faut que même s'il ne comprend pas le texte, il comprend qu'il y a des enjeux, il voit du jeu derrière. Aussi, pensant évidemment en priorité aux francophones, la pièce de Jaurès, si on est juste dans la rhétorique, on s'emmerde. C'est l'indication que j'ai donnée aux acteurs, ils sont très bons, ils s'investissent beaucoup. C'est des gens qui portent des idées, c'est des gens qui combattent pour la justice sociale ou contre, et du coup ça crée du spectacle. Il ne faut pas oublier la notion de divertissement, la notion de spectacle, que ce soit le drame. Ça peut même être des formes absconses, hein, mais au service d'un propos. Et puis il faut surtout que le propos soit reçu par les gens pour l'émancipation interne, l'émancipation politique interne, l'émancipation artistique et surtout l'émancipation internationale. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord parce que, en fait, par rapport à L'homme qui rit, justement, ce qui était très beau, c'est que je disais à mes comédiens aussi, plus le propos est grave et triste,
et plus vous devez être gai et fantaisiste. Parce qu'en fait, on s'aperçoit de ça aussi, c'est-à-dire que plus les gens sont dans le malheur, et plus ils vont développer une tendance à chercher le bonheur et la fantaisie et la joie partout. Et encore une fois, la scène doit être le reflet de la vie des gens. Voilà, je leur disais, vous êtes à la vodka, vous êtes euphorisés, en fait, parce que nous, c'est le jugement qu'on va avoir de la peine des gens. Mais à l'intérieur, eux, ne vivent pas forcément ça. Nous n'avons pas à avoir de jugement là-dessus. Encore une fois, c'est ce que disait Gérard. Nous ne sommes pas là pour apporter un jugement d'un auteur ou du reste. Il faut que nous soyons le reflet, le miroir et que le public puisse se reconnaître là-dedans. Dans les moments les plus graves, on est capable de rire, on est capable de chercher le bonheur, on est capable de chercher l'amour. Et c'est aussi notre mission à nous, au-delà effectivement du politique et de l'engagement, etc. C'est-à-dire que le public puisse se dire, je viens là et je me vois et j'existe aussi. Parce qu'effectivement, les spectacles qui nous laissent à la porte, nous on a eu une éducation théâtrale qui était beaucoup basée là-dessus. C'est-à-dire que le public, l'individu ne doit pas sortir d'une salle de théâtre en se disant qu'il est stupide ou en étant à la porte de ce théâtre-là. Le théâtre est un lieu qui doit complètement fédérer les générations. D'ailleurs, Paulo Correia et moi, nous travaillons beaucoup. Nous travaillons effectivement sur le lien entre le classique et l'actualité brûlante. Mais du coup, nous travaillons aussi sur, par exemple, une matière qui est classique, qui est le texte, et des outils qui sont contemporains, comme la vidéoprojection. Lui travaille énormément sur la vidéoprojection, et on nous a reproché, par exemple, cet outil-là. Parce qu'effectivement, on n'a pas le droit de mélanger des choses. Et si, on a tous les droits parce que la vie mélange tout. Parce que les gens, au quotidien, ont le code de l'image. Parce qu'ils ont le droit aussi d'accéder à ça. Et on a le droit, nous, d'avoir cette fantaisie-là et de ne pas être bloqués, en fait, par, effectivement, des tutelles qui ne savent pas où nous classer, etc. Nous devons être inclassables. Nous devons être là pour les gens, pour l'individu. Nous devons raconter une histoire à l'oreille de chaque individu. Et quand les gens sortent et qu'ils ont les larmes aux yeux, qu'ils sont émus, moi je me dis, on est au bon endroit parce qu'on leur a parlé. Et c'est quand même l'essentiel. C'est notre métier, nous, de raconter une histoire, effectivement, parce qu'on a choisi un texte pour ça. Ou alors, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on monte des choses. On monte ça par conviction intime que cette chose-là va pouvoir avoir un impact, quel qu'il soit, émotionnel, intellectuel, physique, peu importe. Mais c'est une chose qui doit rester à l'intérieur et à l'origine de nos créations. Et non pas, effectivement, plaire à un tel ou un tel, avoir peur. J'imagine que vous avez aussi ce souci-là de la production. Aussi de la production, c'est-à-dire qu'on vous demande de monter des trucs rigolos pour faire plaisir, pour rallier. Et dès qu'on propose, on nous dit ah ouais non ça c'est triste. Oui, après on n'est pas obligé de le monter de façon triste aussi, mais enfin on a des choses à dire quand même. C'est marrant parce que non, mais attends, ce que tu viens de dire, hier, le directeur d'un grand théâtre parisien vient voir mon Tartuffe, il était enthousiaste. Et surtout parce qu'il était avec des personnes qu'il était vraiment. Et il me félicite, me congratule, etc. Il me dit alors tu vas le jouer où à Paris ton spectacle? Comme il a même il en a deux, très beau théâtre à Paris, je dis ben écoute trouve-moi une salle. J'ai dit ben, honnêtement j'ai même pas réfléchi une seconde. On est neuf, bon voilà. Il faut de l'argent. Et sauf si on produit. Alors il me dit bon mais d'accord, je vais appeler une telle, bon dans les grands théâtres. Et il me dit, mais de toute façon, ils sont fabuleux, hein, tes acteurs. Si je te trouve la salle à Paris, vrai, hein, c'est hier ça. Si je te trouve la salle à Paris, tu me fous, tu en vires un, tu me fous une vedette, et c'est beau. Mais je te jure. Alors je l'ai envoyé chier. J'ai dit, moi ça va pas, non je vais me flinguer un des acteurs formidables qui me donne tout pour ce Tartuffe.
et je vais mettre la vedette qui va venir dormir pendant 2 heures et prendre à elle seule le cachet l'ensemble des salaires des autres, ça c'est à peu près ça la proportion. Bon, je veux dire, non mais ça va pas. Bon, il m'arrive de jouer à Paris avec des vedettes, des stars, etc. Mais bon, d'abord c'est des producteurs privés, c'est pas le chien noir qui paye, et c'est une autre logique, mais de toute façon sur un propos qui est le même. Là je change pas quand même. Mais voilà, ça c'est un exemple. Et c'est effarant la façon dont effectivement les compagnies en fait en France, mais je pense que c'est pareil ailleurs, les compagnies ont toutes les difficultés, même quand elles réussissent. C'est-à-dire qu'on ne te lâche jamais sur le principe, c'est ou la vedette ou rien, ou un propos obscur ou rien, quoi. Et ça, c'est effarant. Et c'est vrai que quand je vous entends parler, moi je m'y reconnais parfaitement. C'est pas pour parler dans ces émissions, tout le monde est d'accord, parce que tu sais, cette espèce de consensus mou des émissions de télé ou quoi, où tout on s'est ensemble, on est tous d'accord, et puis après, personne n'est d'accord sur rien. Non, honnêtement, on est d'accord. En plus, j'en connais parmi vous quelques-uns. Bon. Donc je sais qu'on se dit la vérité. Et ça, c'est une vraie question. Et puis je voudrais juste pour finir revenir sur cette notion aussi de plaisir, ce que vous dites aussi à votre façon, c'est-à-dire que bien sûr moi j'aime quand Dominique dit on peut même monter du Fédo, d'abord j'en ai monté 2, mais pas que pour ça. Je veux dire que, et puis on peut donner du grand plaisir, bien sûr, hors Fédo évidemment, et donner du plaisir à partir d'une tragédie, je veux dire à la place Tiananmen, etc. Mais on peut donner du plaisir. De toute façon, hein, les Grecs appelaient ça la catharsis. Complètement. Et c'est quelque chose d'un peu oublié, mais c'est fondamental pour la vie. Et les psychanalystes le savent mieux que moi encore. Mais on apporte du plaisir. Et hier soir, c'était mon anniversaire, comme ça, bon, j'avais 24 ans, et 24 ans hier. Ouais. Et donc, l'équipe d'acteurs, l'équipe permanente, tous m'ont offert le champagne et un magnifique livre et un magnifique disque de Vander d'ailleurs, Christian Vander qui est un ami que j'adore. Et je leur ai dit juste un mot, et j'ai parlé du droit au bonheur. Du droit au bonheur. Mais nous, artistes, nous parlons de ça dans nos spectacles, du droit au bonheur. On fait partie de ces incroyables Don Quichotte qui croient encore qu'on peut être heureux à travers un spectacle. Et tant qu'on croira à ça, le théâtre existera.